pense qu'il y a plein de fois où moi j'aurais aimé être aidée et que je l'ai pas été. On me disait que j'étais Nicki Minaj parce que j'avais trop grosses fesses, trouver à me mutiler. Parce qu'en fait, vu que j'arrivais pas à parler, et en fait, de me mutiler, ça me permettait d'évacuer la douleur d'une autre manière. Ça se transforme un peu en trouble. M'empiffrer de nourriture, beaucoup de nourriture en très peu de temps. Salut Amandine. Salut, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir. Moi aussi. C'est le premier épisode en vidéo, donc merci de m'avoir fait confiance. Avec plaisir. Je commence toujours de la même manière, à savoir, est-ce que tu peux te présenter? Dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui? Ok, donc moi je suis Amandine, je suis diététicienne depuis quelques années et au niveau de l'enfance, rien de très particulier, j'ai envie de dire. J'ai vécu avec mes deux parents, mon petit frère, on a beaucoup déménagé à cause du métier de mes parents, mais une enfance assez basique quand même dans l'ensemble. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, un métier très différent de ce que je pensais faire pendant toute ma vie. Je suis devenue diététicienne alors que je pensais pendant une bonne dizaine d'années faire ingénieur en informatique. Ok, rien à voir. Rien à voir, clairement. Ça n'a aucun sens, mais ça m'a quand même aidée, je pense, maintenant. Et voilà, je suis contente parce que je peux aider plein de personnes et c'était le but. Moi, je voulais un métier où je puisse aider les gens, peu importe un peu la manière. Et je pense que là, j'y arrive plutôt bien, donc je suis contente. On va revenir un peu sur comment t'en es arrivée là et pourquoi tu as pris ces décisions. Mais est-ce que tu peux décrire la petite Amandine? Comment tu étais? J'ai toujours été quand même très vive et très souriante, ça depuis toujours, pour le coup ça a toujours été. Je me souviens pas de beaucoup de choses de mon enfance, pour le coup j'ai un peu un gros trou, moi dans mes souvenirs passés. Mais en tout cas, je sais que j'adorais l'école, c'était vraiment... j'ai hâte d'être dimanche soir pour être lundi matin, enfin c'est vraiment... très studieux. Ah ouais, j'adorais ça. C'était... Ouais, j'étais un peu chiante, je pense, pour les autres élèves même, pour le coup, parce que j'adorais avoir des devoirs en plus quand j'étais petite. Ça a un peu changé avec le fil du temps, mais j'aimais vraiment beaucoup ça. Et je me suis toujours fait des amis assez facilement, toujours été très sociable pour le coup. J'étais timide au fond de moi, mais j'ai quand même réussi à aller vers les gens et parler assez vite. Et tu disais que tu déménageais souvent, c'était dû au métier de tes parents? Ouais, ils sont toujours policiers pour le coup, donc on a fait pas mal de petits déménagements parce que c'est un peu obligatoire au début de carrière. Et on est resté quelques années en Ardèche, et après on a tout quitté pour la Bourgogne. Et même en Bourgogne, on a déménagé plusieurs fois, et après moi avec les études et la vie active, j'ai redéménagé, donc en tout j'ai déménagé 13 fois. Oui, ça fait pas mal. Et à chaque fois, t'arrivais à t'adapter assez facilement? Parce que tu dois te faire les toutes premières fois, je m'en souviens pas spécialement, mais j'ai des bons souvenirs, en tout cas, quand j'habitais vers Rognac. Après, en Ardèche, là, on est resté quelques années, donc c'était plus simple. Et quand je suis arrivée en Bourgogne, après, au début, c'est un peu compliqué, parce que j'étais plus grande aussi, donc les amitiés sont plus difficilement, surtout quand t'arrives... je suis pas arrivée en 6e, je suis arrivée en 5e, donc les gens se connaissaient déjà. C'est un petit collège, donc c'était difficile, mais voilà, au bout de quelques mois, ça a été, donc... Et c'est vrai que c'est un peu... Tu reconstruis tout à chaque fois, quoi. Bah, c'est ça. Et ça te posait pas de problème, enfant? Je sais pas. Je sais que je l'ai mal vécu quand on m'a dit qu'on allait partir de l'Ardèche, pour le coup, parce que ça faisait 6-7 ans, je crois qu'on était là-bas. Ouais. Donc j'avais vraiment pas envie de partir, mais c'était différent. Parce que pour le coup, chaque endroit avait un peu ses personnalités, les gens étaient... ils avaient tous une petite personnalité différente, donc quand je suis arrivée en Bourgogne, au début, je l'ai un peu mal vécu, parce que les gens étaient un peu moins joviales, un peu moins sociables aussi. T'as vraiment vu la différence? Ouais, l'Ardèche, pour le coup, tout le monde est très joyeux. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai grandi aussi entre-temps? Je sais pas. Oui, mais je sais que, l'Ardèche, j'ai trouvé tous super heureux, et quand je suis arrivée en Bourgogne, c'était un peu différent. Donc, la transition était compliquée. Ouais. Et tu me dis que tes parents sont policiers. T'as jamais voulu être policière? Je voulais être policière mince. Enfin, dans les scènes de crime, voilà, je trouvais plus mon mot. Mais ma mère, un jour, m'a dit, mais Amandine, t'as peur du sang, c'est un peu bizarre de vouloir faire ça. Et puis, j'ai dit, ouais, t'as pas tort. Puis du coup, ça m'a un peu sorti de la tête. Oui, mais ce modèle, t'as pas forcément fait... Pas la police pure et dure. Non, ça m'a jamais attiré plus que ça, pour le coup. Et tu rêvais de quoi, du coup, quand t'étais enfant? Au tout début, je me souviens pas de ce que je voulais faire, c'est en 4e où je me suis dit, j'adore les ordinateurs, du coup, je veux être ingénieur informatique. Alors, je sais pas ce que c'était, mais je me suis dit, je vais être dans l'informatique. Je sais pas, en fait, j'ai eu un ordinateur assez jeune,
les gros ordi où j'étais juste sur Paint, hein, je faisais rien d'autre à part dessiner des maisons. Mais t'étais jeune pour faire ça, quoi. Ouais, j'étais assez jeune pour le coup. Et en fait, je me suis dit, je veux trop être dans l'informatique. Et puis, c'est resté longtemps. Et quand je suis arrivée en première scientifique, spécialité sciences ingénieurs, je me suis dit, mais j'aime pas du tout. C'était quoi que t'aimais pas, du coup? En fait, je comprenais rien. J'adorais mon prof, j'adorais ma classe. Mais alors, les cours en eux-mêmes, j'arrivais pas à comprendre. Et je me voyais pas dedans pendant 40 ans, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, quand tu te dis, finalement, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est pas ce que je veux faire, tu décides de faire quoi? Au début, je me dis, de toute façon, je suis lancée, donc je vais continuer le bac, en tout cas par rapport à ça. Et en fait, en même temps, j'ai commencé un équilibrage alimentaire. Et je me suis dit, non, attends, moi, je vais aider les gens. J'adore la bouffe. En fait, être diète, c'est vraiment le parfait combo, quoi. Et en fait, c'est la première fois que j'en parle autour de moi et qu'on me dit, là, on te voit bien dedans. Ouais, même en informatique, ils me disaient, ok, mais ils étaient là... Oui, c'était pas moi et contre. Ouais, c'est ça. Et c'était la première fois où tout le monde me dit, ouais, là, pour le coup, ça te correspondrait bien. Et pourquoi tu faisais un rééquilibrage alimentaire à cette période? Parce que, alors, en gros, je mangeais très mal à l'époque, mais je savais pas que je mangeais très mal, juste une adolescence, voilà, c'est ça. Moi, je mangeais steak, pommes de terre, j'étais très heureuse et voilà, c'était tout. Et en fait, il y a un jour, mon frère, il m'a dit de me peser après un goûter. Et en fait, j'étais persuadée de faire un poids aux alentours de 56 kilos, je me pèse et je vois 72. Mais vraiment un gros choc pour le coup. Et t'as quel âge à ce moment-là? C'était en 2015-2016, donc j'avais 16-17 ans. Ouais. Et je me voyais pas du tout avec 20 kilos de plus. Donc gros choc. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Et où j'ai commencé à me dire, bah ouais, ça pour le coup, je me verrais bien après là-dedans. Et c'est à ce moment-là, c'était quoi qui t'attirait? C'était vraiment le fait de pouvoir aider les gens? Ouais, c'était surtout ça. C'était, en fait, j'ai toujours voulu faire un métier où derrière, ça servirait aux gens. Et ça, tu l'expliques comment? Parce que je pense qu'il y a plein de fois où moi j'aurais aimé être aidée et que je l'ai pas été. Dans ton enfance? Plus adolescence. C'est-à-dire? Quand je suis arrivée du coup en Bourgogne, ça s'était pas bien passé au début, je me suis un peu harcelée au collège jusqu'en début de seconde. Et en fait, je n'avais pas parlé parce que, déjà de savoir que c'était de l'harcèlement à l'époque, j'avais pas les mots. Et c'est un peu la honte pour moi de me dire, en fait, je m'intègre pas là où je suis. Alors que tu t'intégrais avant. Ouais, c'est ça. Et j'avais quand même, je m'étais quand même fait des amis, mais juste je le vivais pas très très bien avec d'autres personnes. Et justement, vu que j'avais beaucoup grossi, mais que moi je me rendais pas compte, il y a eu beaucoup de remarques par rapport à mon physique. Et c'était ça le harcèlement? Ouais, c'était surtout par rapport à ça, et c'était en vrai, et puis même sur internet, ou sur Facebook à l'époque, où il y avait des posts qui m'étaient destinés avec des personnalités. Je me souviens, on me disait que j'étais Nicki Minaj parce que j'avais de trop grosses fesses, que je ressemblais au frère Bogdanov. J'étais, ça m'a vraiment. J'étais à ce point-là. Et en fait, quand t'es gamine et que t'essayes de te construire, t'es là, c'est compliqué. Et ça, juste parce que t'avais pris un peu de poids. Ouais. Et c'est vraiment, et ça a été jusqu'en seconde où c'était que des critiques sur le corps tout le temps. Et donc t'encaisses toute seule et t'en parles à personne? Non, et c'est là où du coup, au tout début, je me suis retrouvée à me mutiler. Parce qu'en fait, vu que j'arrivais pas à parler, et en fait, de me mutiler, ça me permettait d'évacuer la douleur d'une autre manière. Mais là, ton entourage s'en rend compte? Non, toujours pas. Non. Non, parce qu'en fait, c'est marqué, ça se voit. Ouais, mais en fait, je mettais toujours des pulls, des trucs. Alors, tout le monde disait, Amandine, il fait 30 degrés, t'arrêtes de mettre des manchons, quoi. Mais personne n'a s'inquiété à ce moment-là. Parce que je pense que c'était pas envisageable aussi. Oui, parce que t'avais un équilibre familial sain. Ouais, au niveau de la famille, ça allait exactement. Donc, à l'école, ça allait aussi, tout allait bien. Mais c'était. En fait, je ne voulais pas en parler, pour le coup. Donc, je le faisais à des endroits où ça se voyait moins, justement. Mais, et puis, des fois, on voyait un petit peu, je disais, je me suis griffée, je me suis fait meuble, je me suis fait ci, et pendant longtemps, ça a été OK. Et toi, le but, quand tu faisais ça, c'était quoi? C'était vraiment, en fait, d'avoir mal physiquement, ça me permettait de plus ressentir la douleur intérieure le temps d'un instant. Okay. C'était vraiment pour camoufler à ce niveau-là. Et t'avais pas des amis à qui tu pouvais en parler? En fait, je voyais ce qui se passait. Ouais, non plus, parce que c'était des amis de collège, donc c'était... Je pense qu'on était tous très jeunes, donc compliqué. Et pas facile, je pense, pour eux de comprendre à ce moment-là. Du coup, j'en parlais pas. Et je sais que j'en parlais beaucoup, de façon anonyme, sur les réseaux sociaux à l'époque. C'était sur Twitter. Ah, tu commençais? Ouais, c'était là-dessus où, en fait, j'avais vu plein de gens qui faisaient la même chose, et en fait, tu finis par parler de ça. Donc, c'est un peu malsain, parce que ça te laisse un peu dans l'engrenage, finalement, après coup. Mais en fait, ça te permettait de parler à des gens, tu les connaissais pas, mais du coup, c'était OK avec eux d'en parler.
Ouais, t'étais à l'aise d'en parler avec Ouais, des gens que tu connaissais c'est pas. ça, parce que même s'ils me jugeaient, je les connaissais pas, je savais même pas leur prénom, rien du tout. Donc, et en fait, finalement, ils me jugeaient pas parce qu'ils vivaient des fois des choses similaires. Et du coup, tu te réfugiais un peu dans les réseaux à ce moment-là. Ouais, j'étais beaucoup là-dessus, franchement. Okay. Beaucoup, Et ta prise de poids, elle venait de quoi? Pour le coup, c'est vraiment que de la mauvaise alimentation. Je faisais moins de sport qu'avant. Enfin, le sport que je faisais, c'était de l'équitation. Mais du coup, c'était pas ultra physique. Une fois par semaine, 1 heure, c'est pas ça qui allait faire que je me maintenais. Ouais, non, clairement. Mais du coup, ouais, en fait, j'ai pris du poids à cause de beaucoup de sucre, des choses comme ça. Et tes parents, eux, ça les a pas forcément alertés? Non, parce que c'était pas non plus choquant. Ouais. Je pense sur le moment, c'était pas... Oui, ça s'est fait progressivement. Oui, c'est ça. Donc c'est pas... J'étais pas en obésité ni quoi que ce soit, mais par rapport au poids que je pensais faire. Puis ça arrivait au moment où j'ai mes règles, des choses comme ça, donc on se dit, ouais, c'est ça, les formes de famille qui se dessinent. Enfin, en fait, on s'inquiète pas tant que ça à ce moment-là. Et donc le jour où tu montes sur la balance, que ton petit frère te demande de le faire, qu'est-ce qui se passe après? Là, tu dois avoir Là, j'ai un gros déclic. Franchement, déclic, ouais. Et en fait, c'est à partir de ce jour-là où j'ai cherché un peu, du coup, je vais faire quoi? Ouais. Parce que je connaissais pas grand-chose. Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai commencé à cuisiner un peu plus, du coup, moi. Je mangeais moins que ce que mes parents faisaient, etc. Mais pareil, j'étais partie dans un peu l'extrême. De manger trop sain. Puis je m'autorisais un plaisir dans la semaine. Ce qu'on appelle le cheat meal un peu. Et en fait, le problème, c'est que de faire ça au début, ça marchait. Je m'étais remise au sport, à courir un peu, etc. Puis en fait, de fil en aiguille, le problème, c'est que ça se transforme un peu en trouble. Parce que du coup, on va dire le petit plaisir que tu autorises le samedi, il se transforme un peu en journée, et puis en week-end, et puis en fait, après, c'est un peu transformé en crise, pour le coup. C'est-à-dire, t'expliques comment c'est crise? C'était de la frustration, je pense, au bout d'un moment, parce que c'était vraiment manger sainement, mais pas de plaisir. Enfin, c'était vraiment l'assiette un peu cliché, poulet et haricots verts. Okay. C'est sympa, mais quand c'est tout le temps... Et là, tes parents, du coup, voient qu'il y a un changement? Je perdais du poids à ce moment-là, mais les crises, personne n'était au courant, je faisais des crises à ce moment-là. Et elles se matérialisaient comment, ces crises? C'était vraiment, en fait, je m'empiffrais de nourriture, beaucoup de nourriture en très 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 peu de temps. Et le reste du temps, tu te privais? Ouais. Et donc là, t'arrivais à perdre du poids? Ouais, parce que j'arrivais à me dépenser plus, je compensais, mais c'était vraiment de façon très malsaine. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré assez longtemps parce qu'après il y a eu le BTS qui est arrivé et en fait BTS je l'ai un peu mal vécu parce que c'était beaucoup de charge de travail, j'étais loin de mes parents, je suis un peu seule aussi. J'avais des amis mais en fait t'es vachement concentrée dans le BTS et en fait ça a été du coup de 2016-2017 jusqu'à ce que j'ai mon BTS en octobre 2019. Et là t'as réussi à te construire un entourage ou t'étais quand même encore isolée? J'avais un entourage, mais vu qu'après que j'ai eu mon BTS, je suis revenue chez mes parents, les amis que je m'étais fait du coup au BTS, elles n'étaient pas du tout vers chez moi. Donc en fait, quand je reviens chez moi, j'ai mes amis du coup de lycée, etc. Mais tout le monde est un peu parti à droite à gauche pour les études, donc je me sentais quand même un peu seule à ce moment-là. Et donc tu continues à en parler sur les réseaux, tu faisais quoi pour aller mieux? Si je peux dire aller mieux. En vrai, pendant 2 ans, j'ai pas fait grand-chose. En fait, j'étais tellement focus sur le taf que j'ai pas pris soin de moi, on va dire, à ce moment-là. Et après, c'est une fois que j'ai eu le BTS, je me dis, bon, ok, il va falloir que je règle un petit peu ça. Mais finalement, vu que j'ai eu toute une source de stress qui est partie un peu d'un coup, ça s'est un peu régulé aussi d'un coup. Et entre-temps, vu que j'ai eu le BTS, j'avais les connaissances aussi pour améliorer un peu toute mon alimentation. Parce que du coup, c'était BTS sur la diététique. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, tu as des prises de conscience sur il faut que je mange mieux. Est-ce que tu te dis à ce moment-là que tu as un problème avec l'alimentation? Ouais, je m'en rends compte. Je m'en rends compte parce que j'étais là, en fait, j'étais tout le temps en train de contrôler tout ce que je faisais, que ce soit les calories, que ce soit ce que je mangeais, il fallait absolument que ça soit parfait. Je faisais plein de bêtises, clairement, à l'époque. Maintenant, au moins, je sais qu'il faut plus les faire. Et voilà, j'en parle aux gens. Mais ouais, c'était... En fait, j'essayais toujours de manger moins. Alors, pourtant, je voyais en cours que c'était pas la solution, mais je sais pas, dans ma tête, c'était pas possible. Et tu te fais aider à un moment donné? Parce qu'il y a du psychologique dans tout ça. C'est beaucoup de psychologique et j'aurais dû le faire avant. J'ai vu une psy, mais beaucoup plus tard pour d'autres raisons. Et en fait, je me dis, mais j'aurais tellement dû en voir une à ce moment-là. Enfin, j'aurais pas perdu, je pense, 2 ans. Ouais. Ça aurait été plus rapide au niveau de la guérison. Et tu l'as pas fait parce que t'as pas poussé à le faire, mais que tu savais pas ou tu voulais pas? En fait, j'y avais réfléchi, mais en fait, je me voyais pas prendre ce temps. Parce que je me disais, c'est 1 heure en moins où je peux pas bosser. Ah oui, et j'étais vraiment, j'étais de 5h à tard le soir. Mais comment ça se fait? C'était si intense que ça, Alors, c'est intense. Et moi, je me mettais la pression. En fait, au niveau du boulot, je me suis toujours mis la pression. Parce que, petite, en fait, mon frère a été meilleur que moi, sans rien faire, entre guillemets, au début.
Et du coup, j'avais l'impression de plus trop exister. Donc en gros, j'essayais d'avoir des bonnes notes pour que mes parents soient fiers de moi et que je ressente un peu de reconnaissance. C'est un peu malsain. Ouais, et en fait, je me suis créé une compétition avec mon frère sans qu'il le sache, où j'essaie toujours d'être un peu meilleure que lui. Et en fait, c'est resté assez longtemps et c'est jusqu'au BTS. Où, après, j'ai toujours aimé bosser aussi, mais je sais qu'il y a une part où c'était quand même à cause de ça, pour le coup. Et du coup, ta relation avec lui, ça se passait bien parce que je me dis si t'as une compétition comme ça. Ouais, quand j'habitais avec mes parents, on s'entendait pas trop. Et c'est le jour où je suis partie pour mon BTS où là, on est devenus très proches. Ouais. Mais avant, on pouvait pas se blairer. Ouais, bon, après, une relation d'ado classique. Ça. Mais lui, il était pas du tout au courant. Il a jamais ressenti ça ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi, je m'étais mise toute seule dans cette compétition. Quoi. Oui, t'avais besoin de montrer que t'existais. Ouais, c'est ça. Et les notes, c'était un des moyens de le faire. Parce que du coup, c'était vraiment le moment où mes parents me disaient qu'ils étaient fiers de moi. Ok. Donc, ouais, ça a toujours été la reconnaissance via le travail. C'est ça. Et vu que je me sentais un peu seule, parce que j'ai toujours eu des amis, des choses comme ça, mais je me suis toujours quand même sentie seule dans mes groupes d'amis, toujours eu l'impression d'être à part, pour le coup. Soit comment ça se fait? Je sais pas. Je sais pas si c'est mon manque de confiance en moi ou je sais pas. Mais je me suis toujours sentie un peu à part. Je pense que c'est pour ça que du coup, je veux autant aider les gens et pas que eux se sentent comme ça, quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir toujours bougé, intégré des groupes, du coup? Ouais, je pense que c'est ça, d'avoir été un peu la roue du carrosse, peut-être à part. La dernière arrivée, du coup, le groupe est déjà là et tu t'intègres comme tu peux, quoi. Oui, je pense qu'il y a une part qui part de ça, de toute façon. Et dans ton BTS, donc tu le fais, tu te rends compte un peu des problèmes. Comment t'agis à ce moment-là? En fait, j'essaye de me dire, allez, j'essaie d'améliorer ma relation avec la nourriture. En fait, je me rends compte que je suis tellement stressée par le BTS que je me sens seule, que je suis loin de chez mes parents, que j'ai pas trop de repères. Et je vivais une rupture à ce moment-là qui était horrible pour moi. Enfin, j'ai mis 5 ans à m'en remettre. Donc, et la période du BTS, du coup, c'était le tout début. Et en fait, j'ai perdu tout repère à ce moment-là, donc ça a été compliqué. C'était compliqué. Donc, j'essayais un peu comme je pouvais. Heureusement, il y avait ma tante qui habitait la ville à côté, donc j'allais les voir souvent. Mais c'était, en fait, j'ai un peu laissé couler, quoi, et me dire, tant pis. Et t'es arrivée, parce que là, tu me parles d'une relation où t'as mis 5 ans à t'en remettre. Toi qui étais déjà pas bien physiquement et mentalement, t'as réussi à être dans une relation saine à ce moment-là? Avec du recul, elle était pas si saine que ça, du coup. Ça paraît, quand toi tu vas pas bien, ça paraît compliqué d'être bien avec quelqu'un. C'est ça. Mais en soi, sur le moment, je l'ai pas mal vécu la relation, mais c'est un peu elle qui m'a fait tomber dans les troubles. Parce qu'en fait, l'homme avec qui j'étais parlait toujours des gros avec un peu de malveillance pour le coup, et je me suis dit, en fait, si je reprends du poids, il va me quitter, c'est sûr. Mais dans ma tête, c'était pas mal simple de penser ça. C'est juste, faut que tu fasses attention et que tu reprennes pas de poids. Et en fait, de fil en aiguille, du coup, quand t'es avec lui, tu manges pas trop, parce qu'il faut pas montrer que tu manges trop. On faisait beaucoup de sport, et des fois, je perdais 2-3 kilos dans le week-end, tellement c'était intense, quoi. Et en fait, j'étais épuisée, donc je pense que c'est pour ça que les crises ont aussi commencé, parce que mon corps, il en pouvait plus. Et comment ça se matérialisait à ce moment-là? C'était vraiment dès que je me retrouvais toute seule, ou que mes parents partaient au boulot, je mangeais. Dès que j'étais seule à la maison, c'était sûr que j'allais manger. Et lui, il le savait à ce moment-là? Non, pas du tout. Donc en fait, personne ne sait de tout ce qui s'est passé. Ça, ouais. Et j'en ai jamais trop parlé. Maintenant, j'arrive à en parler, dire, ok, ça s'est passé. Donc, mais c'est vrai que sur le moment, en vrai, je ne parlais pas. En fait, je trouvais, c'était la honte. Pour moi, c'était tellement honteux de me dire, je suis incapable de me contrôler. Alors qu'en fait, c'est pas du contrôle, c'est plus profond que ça. Mais pour moi, c'était ça à l'époque, c'était impensable. Oui, et puis je pense qu'on n'en parlait pas autant qu'on peut en parler. Non, maintenant c'est plus, c'est un peu plus mis en avant parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de troubles justement, peu importe lesquels. À l'époque, en 2017, pas tant. Déjà, je savais pas que ça s'appelait une crise d'hyperphagie à l'époque. Pour moi, c'est une compulsion. Oui, mais je pense que la plupart des gens se disent la même chose. Hein. Ouais. Et donc là, t'es diplômée. Ouais. Tu te sépares à ce moment-là? Non, non, c'est 2 ans avant. C'était au moment où un mois avant que je commence mon BTS. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment la pire période. Ouais, je m'en vais, c'est ça, je m'en vais à quasiment 3 heures chez moi. Je suis pour la première fois seule en appart. J'ai pas d'amis quand j'arrive au BTS, sur le moment, je connais pas la ville. Je me sépare, je vis vraiment très très mal. Et j'étais là, j'ai changé de travail derrière. Voilà. C'est pour ça que tu t'es encore plus mis à fond dans le en fait, je me dis, au moins si je pense au travail, je pense à rien d'autre aussi. Oui, ça marche pas ça. Et par contre, quand t'as ton BTS, d'un coup,
qu'est-ce que tu fais? Parce que là, t'as plus le cadre qui te maintient vraiment. Ouais, après, en fait, je me suis directement mis un peu en libéral, entre guillemets, et du coup, en fait, je continuais de bosser. Alors, j'étais au Leclerc à ce moment-là, je faisais un job d'été, et que j'avais continué après mon diplôme, le temps de trouver de base un emploi en hôpital. Et en fait, en parallèle, j'étais sur les réseaux, du coup, des choses comme ça. Donc, en fait, je bossais beaucoup par rapport à ça. Quand tu dis que t'étais sur les réseaux, tu faisais quoi? À l'époque, je publiais beaucoup de recettes et d'idées de repas, de choses comme ça. Et les gens me suivaient un peu sur mon BTS quand j'en parlais. Et après, je me suis dit, ok, ça peut être aussi une vitrine pour mon futur boulot. Donc, j'avais commencé à bosser aussi par rapport à ça. Et à quel moment, un jour, tu te dis, je vais publier mes recettes sur les réseaux? En fait, je me suis dit que justement, il y avait personne autour de moi qui faisait de rééquilibrage, qui voulait manger très sainement, des choses comme ça. Et en fait, sur les réseaux, j'étais tombée sur des gens qui postaient des recettes. Je me suis dit, vas-y, moi aussi. Ça m'aidera peut-être à trouver des gens dans le même cadre que moi. Et en fait, ça m'a aidé un peu au départ. Que ce soit pour trouver des recettes ou retrouver des gens avec qui en discuter, pour se motiver. Ouais, c'était ça. C'était aussi un moyen de rencontrer d'autres personnes qui comprenaient ce que tu vivais. Et là, t'arrivais à en parler. J'ai jamais parlé des troubles à ce moment-là, mais je parlais de mon rééquilibrage, en tout cas. Du fait que je remangeais d'autres choses. Et moi, ça me motivait de faire des petites photos un peu sympas, des choses comme ça. Et à ce moment-là, tu as une petite communauté qui se crée ou c'est vraiment... Ouais, sur les 2 ans, j'arrive j'ai 10 000 personnes qui me suivent. Ah oui, c'est donc énorme. À l'époque, en plus, c'était énorme pour le coup. Mais quand je suis arrivée au BTS, j'avais 10 000 personnes. Et en fait, c'était que des recettes, des choses comme ça à l'époque. Après, du coup, avec le BTS, ça s'est transformé un peu en post écrit où je donnais des infos justement sur l'équilibre alimentaire, des choses comme ça. Et après, ça a continué. Et maintenant, ces petites vidéos informatives. Et ton entourage est au courant de ce que tu fais sur les réseaux? La première année, pendant 1 an et demi, personne ne savait que j'avais un autre compte. Ils me voyaient prendre des photos, mais bon, j'étais pas très choquée parce que ça a toujours été quelque chose que je faisais. Mais personne n'était au courant, je publiais. Et c'est un jour, je sais plus comment ça s'apprend. Je crois que je poste une photo de ma tête en fait sur les réseaux et du coup avec l'algorithme il y a des gens qui tombent dessus et du coup ma classe tombe dessus et là je me dis ok j'en parle, c'est pas grave, ça fait 1 an et demi donc en fait j'avais déjà des gens donc en fait même s'ils trouvaient ça un peu bizarre parce que c'était pas commun, précurseur, c'est ça, ils me disent ok c'est sympa quand même, c'était drôle on va dire. Mais t'as pas été jugée? Non, en fait ils se sont amusés parce que la recette que j'ai publiée ce jour-là avec ma tête c'était un truc qui s'appelait la visitandine. Okay. Et ils sont sortis de l'amandine et tout ça, donc il y a eu un petit délire là-dessus, mais ça avait été bienveillant pour le coup. C'était pas. Ouais, c'était. Parce que je trouve que c'est. Enfin, en 2016, t'as commencé à publier? Ouais, et du coup, ça a été découvert vers 2017, fin 2017, quelque chose comme ça. En fait, pendant plus d'1 an, t'as gardé cette passion pour toi. Ouais, personne n'était au courant. Et moi, ça m'éclatait en plus. Ouais. Et t'avais pas ce besoin d'en parler, de partager avec tes proches? Non, parce que c'était vraiment pas là-dedans. Donc en fait, tu dis, ils comprendront pas. Est-ce qu'ils t'ont jugé quand ils ont vu ce que tu faisais? Semble pas. Il y en a qui comprenaient pas. Des amis qui étaient là, pourquoi tu publies des photos de ça, mais voilà. Mais mes parents m'ont toujours, en vrai, ils ont jamais été embêtants sur le fait que je cuisine autrement, que ils étaient contents pour moi. Ils voyaient que j'étais contente, en tout cas, de perdre du poids à l'époque, même si ça n'avait pas toute la partie un peu malsaine qu'il y avait derrière, mais voilà, moi, ça m'a remis dans le sport, il y a quand même des points positifs. Puis ça m'a appris à cuisiner aussi, vraiment. À te connaître, c'est un tout. Et donc, une fois que t'es diplômée, tu décides de faire quoi? Du coup, moi, de base, je voulais faire un job, une partie en hôpital et une partie en libéral. Sauf que, en fait, c'est super compliqué de trouver un travail en hôpital en tant que diète parce qu'il n'y a pas énormément de place. Donc, je m'étais dit, j'ai pas envie de perdre mes connaissances parce que moins on apprend, plus on oublie. Donc, je me suis dit, je veux rester dans le truc. Et je lance sur les réseaux, je dis comme quoi, je lance des consultes. Alors, à l'époque, ça ressemblait à rien, des consultes, mais là, t'avais quelqu'un qui t'a inspiré, Même pas, mais il y avait rien de tout ça à l'époque. Mais je me dis, à quel moment tu te dis, je vais le faire en fait, il y en a plein qui m'ont dit, j'ai hâte que tu sois diplômée pour prendre rendez-vous avec toi. Et c'est là où je me suis dit, oui, je peux le faire par appel. Je pèse pas les gens, c'est pas grave, ils ont une balance. Et je m'étais dit, pourquoi pas? Ouais, personne ne le faisait à ce moment-là. Non. Bon, c'était pas commun d'aller voir son professionnel de santé par téléphone. Puis en fait, il y en a eu 1, puis 2, puis 3, puis en fait, j'ai eu une petite patientèle qui s'est créée. Et après, j'ai quitté le Creusot pour aller du coup à Chambéry, où là, je me suis dit, je vais ouvrir un cabinet et je vois. Je quitte le Leclerc, parce que du coup, je suis restée 1 an et demi au Leclerc, parce que j'osais pas, j'avais peur un peu de me dire de me lancer et tout ça, et je me suis dit, au Creusot, je peux pas. C'est trop petit comme ville,
Puis je voulais pas rester là-bas de toute façon. Je Puis comprends. voilà, un peu vieillissante, donc il n'y a pas beaucoup d'avenir là-bas. Et je me dis, je vais à Chambéry, j'ai fait un peu des études de marché. Et en fait, le cabinet marche. Le cabinet en tant que tel, bah, ça prend un peu de temps, mais du coup, en parallèle, sur les réseaux, ça se développe bien. Et tu ouvres un cabinet seul? Ouais, j'étais dans une petite maison de santé, mais c'est pas ça qui m'a aidée en vrai. Ouais. Mais du coup, j'étais toute seule, je connaissais personne qui avait fait ça du coup dans mon entourage, parce que j'avais pas de diète dans mon entourage. Et ça va? T'arrives à faire toutes les étapes seule? C'était dur, mais c'était dur. En plus, moi, j'ai toujours peur, tout ce qui est impôts, URSSAF, ça fait flipper, et encore à l'heure d'aujourd'hui, clairement, même 6 ans après, ils me font toujours autant peur. Mais en fait, je me dis, de toute façon, faut que j'ose. C'est ce que je veux faire. Je me dis, au pire, ça plante. Ouais, mais t'as le bon état d'esprit. Mais... Ouais. Et puis après, j'étais vachement soutenue par mes parents. Enfin, ils ont fait toutes les démarches avec moi. Ils m'ont beaucoup aidé, surtout ma mère. Elle m'a beaucoup aidée pour le coup. Elle a fait des visites avec moi jusqu'à Chambéry. Enfin, voilà. Donc, t'étais bien soutenue dans pour le coup. Ça aide. Clairement. Mais toute seule, j'aurais peut-être moins osé. Tu connaissais pas. Enfin, c'était nouveau. Après, j'étais avec quelqu'un à l'époque, donc je pense que ça m'a aidé de partir à 2 quand même. Ok. Oui, tu partais pas de zéro. Ouais, j'étais pas, encore une fois, toute seule à un moment. Même si ça se passait pas bien avec, mais c'était, voilà, il y a quand même une épaule, quoi, on va dire. Au moins quelqu'un que je connais sur place. Et quand t'as commencé à être diététicienne, est-ce que tu t'es tout de suite sentie légitime? Parce que du coup, là, tu me parles d'un BTS, donc t'es très jeune quand t'es diplômée. Ouais, du coup, c'est en 2019, donc j'ai à peine 20 ans, quoi. Et donc là, au début, en fait, t'es pas à l'aise, hein. Ouais, c'est ça. Je pense que je suis encore moins à l'aise quand c'était des personnes plus âgées que moi qui venaient me voir. C'est ça. Je me disais, mais pour moi, je suis une enfant pour elle. Enfin, et en fait, tu fais un peu semblant. Tu te dis, faut que je montre que j'ai confiance en moi. Donc, c'est pas le cas du tout au départ. Clairement, je me suis appris, bien 1 ou 2 ans. Hein. Même encore aujourd'hui, des fois, j'ai pas confiance. Tu te dis toujours, bon, je pourrais mieux faire, je pourrais avoir plus de connaissances, et voilà. Mais bon, ça permet d'évoluer, donc c'est pas grave. Mais à l'époque, j'étais là. Donc, début quand même compliqué, mais tu oses. En fait. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, je viens de bosser 2 ans à fond pour ça. Je me lance et je vois. Oui, parce qu'une fois que t'es diplômée en tant que diététicienne, t'as plus besoin de passer quoi que ce soit. Non, tu peux faire ton métier. C'est ça, soit en hôpital, en clinique, en école, dans la restauration collective, des choses comme ça. Et après, sinon, en libéral. Ok. Et tu restes combien de temps à Chambéry? Je reste un peu moins d'1 an, je reste 7 mois. Parce que ça se passe pas bien, parce que t'as envie d'autre chose? Déjà, en fait, je me rends compte que j'étais pas si loin de chez mes parents, c'était 2h30, mais en fait, quand même. Ah, en fait, je me sentais vraiment seule, surtout que c'était à la période du 2e confinement. Donc, tout est encore fermé. Donc, j'ai pas rencontré une seule personne à Chambéry. Ah oui. Et ça se passait vraiment bien, vraiment mal avec mon copain de l'époque. Enfin, vraiment, c'est une horreur pour nous deux. Et en fait, je me suis dit, ma patientèle, elle est quasiment en visio. Je reviens dans le coin, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue à Dijon. C'était pas trop loin de chez mes parents, parce que c'est à 1 heure. Plus accessible, quand même. Et ça va beaucoup mieux ici, pour le coup. Et donc, quand tu viens ici, tu te dis, je vais faire que de la visio. De toute façon, c'est ce que je fais. Et je me dis, au pire, je prends un cabinet si vraiment je vois que la visio, ça chute et que j'ai besoin de réouvrir un cabinet. Et comment tu faisais pour avoir des patients? Parce que quand on se lance, c'est toujours compliqué. On se dit, mais en fait, je vais pas avoir de patients, qui va me faire confiance, et comment je fais? Les réseaux sociaux ont beaucoup aidé, du coup, à ce moment-là. Après, j'avais fait pas mal de démarches auprès de médecins, des choses comme ça, où je me dis, je m'installe ici, j'ai donné mes cartes de visite, etc. Et après, c'était bouche à oreille aussi qui a pas mal aidé. Et ça prend assez rapidement. Ouais, ça m'a même pris un peu trop vite, parce que du coup, j'ai pas eu le temps de m'adapter. Okay. T'es jeune, c'est ta première vie active réelle. Au début, c'était dur. Franchement, c'était dur parce que faut gérer beaucoup de choses d'un coup. Et tu passes... seule en plus pour les gérer. Là, en fait, je connaissais personne qui était auto-entrepreneur. Donc, je pouvais pas poser mes questions à qui que ce soit parce que c'était compliqué, quoi. Comment tu faisais, du coup? Je cherchais sur Internet, dès que j'avais... j'essayais de voir un peu comme ça. Et tu continues donc les réseaux en même temps? Ouais. Et est-ce que ta communauté grandit? Comment ça évolue? Il y a de plus en plus de monde qui me suit, du coup, à ce moment-là. Moi, je développe aussi un petit peu plus, parce qu'au début, je parlais vraiment... rééquilibrage, perte de poids, et puis après j'ai un peu détaillé des fois sur les troubles, sur la santé mentale, sur tout ce qu'entoure finalement l'alimentation. Parce que je me disais, ok, maintenant je me sens un peu plus légitime, on va dire, d'en parler, donc ça va mieux. Et de fil en aiguille, les gens m'ont fait confiance et ils me suivent toujours autant, donc c'est cool.
Et donc, tu t'es facilement montré. Parce que du coup, il y avait quand même un rapport au corps qui était assez complexe. Bah, du coup, j'ai mis 1 an et demi avant de mettre ma tête. Pour le coup, il n'y avait que des recettes au début. Après, il y a les stories qui se sont créées. Et finalement, ça a été fait assez naturellement. Parce que je faisais toujours beaucoup de Snapchat à l'époque avec mes copains. Donc, je me disais, bah, c'est pareil. Au pire, voilà, des gens que je connais pas. Mais je le voyais un peu comme ça. Et après, quand les réels sont apparus, je me suis dit, ben, c'est comme ça qu'on touche aussi un peu plus de monde. Parce que j'avais essayé de faire des posts écrits, mes versions, on va dire, vidéo, mais ça touche pas pareil. C'est pas aussi impactant. Je me suis dit, bon, de toute façon, les gens maintenant savent que je fais ça. Pour le coup, ça faisait quelques temps. Et puis finalement, ça plaît bien. Donc, mais moi, je suis à l'aise maintenant, donc ça va. Ouais. Mais au début, c'était compliqué ou... C'était bizarre. Ouais, c'était bizarre. J'ai jamais eu trop de mal. Parce que, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été à l'aise finalement avec ça. Mais c'était plus bizarre de se dire, ok, je me filme. Ouais, c'est ça, c'est quand même naturel. Ouais. Mais en fait, pendant le BTS, je me suis beaucoup filmée pour réviser. Et du coup, je pense que ça m'a aidé aussi l'un dans l'autre. Et pourquoi tu faisais ça? En fait, de m'entendre et de faire le montage pour enlever les choses comme ça. En fait, je me voyais, je répétais les choses et du coup, ça rentrait. C'est hyper original. Je faisais des trucs très bizarres. Des fois, je faisais des chansons aussi des moyens un peu mémotechniques en chansons pour me souvenir. C'est pour une matière que je détestais. En fait, il y avait trop de choses à apprendre et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen. Parce que là, de faire des fiches, il y a trop d'infos, j'arrive pas. Et vu que je suis très visuelle, et ben en fait, j'avais en tête ma vidéo. C'est pas mal. Voilà, c'était un truc. Ça, c'est pour le coup original. Et je pense que ça m'a aidé en fait, du coup, parce que j'avais commencé à faire des petits montages avec ça, quoi. Oui, donc tu commençais déjà très jeune, et là, c'était en fait devenu logique. Oui, c'est la ça. petite communauté, tu t'es dit, bon, bah, pourquoi pas, je continue. C'est ça. Et tu parles que tu as été suivie à un moment donné, un suivi psychiatrique. C'était dû à quoi? À tes troubles? Non, parce que ça allait mieux à ce niveau-là. Alors, il y avait un peu des hauts et des bas, mais j'avais quand même quasiment plus de crise. C'était vraiment très, très occasionnel. Mais en fait, c'est une période de ma vie où donc j'étais à Dijon, ça faisait quelques mois que j'étais à Dijon. Mais en fait, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, un petit peu, je me disais, je vois pas l'intérêt de vivre. En fait, j'arrivais pas à trouver de plaisir. J'étais là, en fait, peu importe ce que je vais faire, dans tous les cas, on va mourir. Enfin, j'étais vraiment dans quelque chose de super négatif. Et j'arrivais pas à trouver un sens. C'est venu comment? Je sais pas. En fait, je me sentais, je pense, très seule encore une fois, parce que j'ai encore déménagé, du coup, pour revenir à Dijon, c'était encore un échec niveau relation amoureuse, etc. Et j'avais beau avoir ce travail où ça se passait super bien. Où t'aimais ce que tu faisais. Et j'aimais, et j'adorais ce que je faisais, mais j'en faisais trop. Et je pense que soit j'étais en burn-in, soit burn-out, plus couplé au fait que, je me sentais un peu seule, parce que du coup, je commençais à avoir des amis avec le volet, mais c'était très récent. Et en fait, à cette période-là, je me suis dit, mais oui, je vois pas l'intérêt. Ah, puis t'étais encore plus isolée vu que tu travaillais chez toi. Ouais, c'est ça, je voyais personne. La solitude à ce moment-là, elle était au maximum. Ouais, parce que c'est super dur. Enfin, tous ceux qui bossent seuls peuvent le dire, c'est vraiment très dur. Ouais. Et je me suis dit, heureusement qu'il y avait le volet. Pour le coup, que je me suis inscrite au volet et que j'ai rencontré des gens parce que je pense que ça va être pire. Franchement. Et tu faisais du volet depuis que t'étais enfant ou... Ah, pas du tout, j'avais commencé 3 mois avant. Et pourquoi le volet? En fait, j'ai regardé un animé sur le volet qui s'appelle IQ et en fait, je me suis dit, je vais faire du volet. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Alors que j'avais jamais regardé un match de volley. Je me souviens pas avoir testé le volley au lycée. Vraiment, je connaissais à peine le sport. Ouais. Et en fait, c'est l'année des JO. Donc, je me suis dit, je vais regarder les JO, je vais voir si ça me plaît en vrai. Et j'ai adoré. Je me suis dit, je teste. De toute façon, ça m'engage en rien. Oui. Et en fait, j'ai adoré. Et depuis, c'est une passion. Ah ouais, c'est une passion. Et heureusement qu'elle est là parce que ça m'aide à bien contrebalancer justement avec le boulot. Pour le coup. Et donc, si on reparle, parce que du coup, on va reparler du volet, parce que c'est quand même une grosse partie aussi de ta vie aujourd'hui, mais si on reparle de cette période un peu complexe, tu dis que c'est dû à l'isolement. Ouais. Et d'un coup, tu sombres, et là, t'es seule, et... Ouais. Et là, je me dis, ok, il faut que je me fasse aider, pour le coup. Là, tu là, je me dis, ok, j'ai les moyens, j'ai le temps aussi, parce que mine de rien, je savais que c'était un investissement, parce que voilà, ça reste assez cher sur le coup, mais je me dis, là, les idées, elles sont un peu noires, j'avais pas envie de retomber dans la mutilation, dans des troubles, ou tout ça, en fait, j'avais pas envie de revivre tout ça. Je me suis dit, les psys, ils sont pas là pour rien, je me fais aider. Et là, tu fais la démarche seule, personne ne le sait. J'avais demandé sur les réseaux des gens qui connaissaient des psys, parce que je me suis dit, c'est dur de trouver un psy comme ça, pour le coup. Et j'avais une connaissance qui m'avait conseillé une psy qui l'avait énormément aidée. Je me suis dit, si je lui fais confiance. Et en effet, elle était géniale, pour le coup. Je le vois tous mes patients, donc vraiment, j'ai adoré. Et je me dis, heureusement qu'elle était là. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais qu'est-ce que je regrette de ne pas l'avoir fait avant.
Parce que du coup, tu réalises quoi à ce moment-là? Parce que c'est encore tabou d'aller chez le psy. En fait, je me dis, mais waouh, en fait, c'est pas que je suis bizarre ou que j'ai un souci mental ou quoi, c'est en fait, il y a plein de petits trucs qui sont passés, qui sont accumulés, que j'ai jamais vraiment tourné la page, pour le coup. Ma relation, mais justement, ma rupture qui s'est super mal passée, au moment où je vais voir la psy, en fait, je me rends compte qu'elle est toujours pas bouclée. Pourtant, j'ai eu d'autres relations entre-temps, mais du coup, je comprends pourquoi ils ont aussi foiré. Parce que, en fait, il y a eu plein de trucs qu'on expliqué, et en fait, on s'est rendu compte que j'ai très mal vécu cette rupture parce que du coup, je m'étais mise avec ce garçon-là quand j'ai perdu du poids et il me quitte quand même. Et en fait, elle m'avait expliqué que pour moi, c'était comme si je perdais mon identité. Que même en ayant perdu du poids, je n'étais pas suffisante. Et dans ma tête, en fait, je m'étais beaucoup dévalorisée, plein de choses comme ça, j'avais beaucoup perdu confiance en moi. Mais en fait, j'ai jamais reconstruit. Et en fait, du coup, tout partait un peu de là, de plein de choses, voilà. Ouais, tu comprends vraiment toutes les petites failles qui sont accumulées et qui ont fait que t'en arrives là. C'est ça. Donc, ouais, il y a cette rupture, la compétition avec mon frère, du coup, je comprends pourquoi j'étais autant dans le boulot. Et en fait, il y avait plein de choses où j'étais là, mais en fait, je prends jamais de temps pour moi. Les seules fois où, en fait, je le prends, limite, je dors parce que j'en peux plus. Mais du coup, c'est pas tant réparateur mentalement, parce qu'en fait, je suis toujours épuisée quand même. Oui, puis il n'y avait jamais de plaisir, il n'y avait que du travail. Et c'était travail et le sport à l'époque, à ce moment-là, du coup, je compensais aussi avec le sport. Donc le sport était aussi très malsain. Voilà. Il fallait que je fasse le sport, il fallait que j'en ai autant, etc. Je culpabilisais si j'avais pas mes séances, et alors que ça ne servait à rien, parce que je suis pas sportif de haut niveau ni rien du tout. Mais en fait, ouais, tout était dans l'extrême, chaque chose. Donc, et donc quand tu te fais suivre, tu en parles autour de toi? Au tout début, non. Parce que je voulais vraiment faire ce processus avec moi-même et toute seule. Et après, j'ai dit que j'allais voir une psy, mais j'ai jamais expliqué vraiment ce qui était dit. Ça a été quelques proches. Ouais. Enfin, je pense que pour le coup, à ce moment-là, j'arrivais un peu plus à parler. Et avec la psy, on a aussi fait le travail de dire, ok, il faut communiquer, c'est important. Parce que j'étais très dans le rejet ou dans l'agressivité. Dès qu'un truc allait pas, j'étais très impulsive. Du coup, j'ai appris à communiquer aussi. Et... ouais, t'as tout déconstruit pour réapprendre. C'est ça. Et en fait, j'ai appris à être... à me connaître, en fait, tout court, j'ai envie de dire, et savoir ce que j'aimais aussi, parce que j'étais très à travers les gens. Vu que j'avais toujours l'impression d'être rejetée, tout ce que les gens aimaient, je l'aimais. Même si c'était pas vrai. Ah, mais pour eux, j'aimais. Et ça, tu le conscientisais à ce moment-là ou... Au tout début, non. À la fin, je disais, punaise, mais Amandine, c'est pas vrai. Dans ma tête, je me le disais, je disais, c'est pas vrai, t'aimes pas ça, pourquoi tu le dis? Mais j'avais tellement peur qu'on me rejette. Il n'y avait pas une personne avec qui tu pouvais être vraiment toi-même? Si, au bout d'un moment, il y avait eu mon meilleur ami de l'époque, où là, pour le coup, j'y étais, et heureusement qu'il était là, parce que je pense que ça m'a fait du bien à ce moment-là. En fait, si t'agis toujours en fonction des autres, tu sais même pas quitter. Ouais, c'est ça. J'étais incapable de dire vraiment ce que moi j'aimais. Enfin, j'avais toujours peur que ça soit pas bien pris ou des choses comme ça, quoi. Et ce suivi t'aide avec tes patients? Oui, indirectement, il y a beaucoup de choses qu'elle m'a dites qui m'ont énormément aidée et qui m'aident du coup pour mes consultations. Est-ce que tu parlais de tout ce que toi tu vivais? Est-ce que tu faisais un peu ce travail avec tes patients ou est-ce que tu te détachais complètement de toi, ce que tu as vécu? Enfin, est-ce qu'il y avait un peu On va dire qu'en fonction des patients que j'avais, j'arrivais à me reconnaître en eux et du coup les aider. Parce que du coup, ceux qui avaient des troubles, qui avaient des choses comme ça, du coup j'avais des clés supplémentaires pour les aider, donc j'arrivais à mieux les comprendre. Donc en fait, d'un côté, je me dis c'est pas grave que je l'ai vécu, parce que alors d'aujourd'hui, ça m'aide quand même à mieux comprendre les gens. Okay. Donc, et après, ça me permet aussi de me dire, ok, là, la personne, elle a pas besoin de moi, elle a besoin d'un psy, justement. Oui, t'arrives maintenant à me dire, ok, là, ouais, c'est pas l'alimentation le problème. Oui. Donc, et t'as été suivie pendant longtemps? J'ai fait 1 an et demi. Et c'était, au tout début, c'était toutes les 2 semaines, donc c'était très récurrent. Et c'est au bout d'un moment, on a dit, ok, on essaye, on voit. Et ça allait de mieux en mieux. Des fois où j'ai des rechutes, donc je vais la revoir, mais c'est ponctuel. Et ça, là, ça va faire 1 an en janvier que je l'ai perdu. Ouais. Donc là, ça va vraiment aider à savoir qui t'étais et ce que tu voulais être. C'est ça. Et donc, comment tu as ce suivi? T'as des énormes prises de conscience. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se matérialise dans ton quotidien? Du coup, j'essaie de mettre en place ce qu'elle me disait, parce qu'il y a beaucoup d'exercices un peu à faire. Déjà, reprendre du temps pour moi, en faisant des vraies choses, on va dire, entre guillemets. Tu découvres quoi à ce moment-là? En fait, je teste des choses, me dire, ok, qu'est-ce que j'aime pas, je me rends compte que j'aime bien lire. Alors, j'ai pas lu un livre depuis très longtemps. Donc, les derniers livres que j'avais dû lire, c'était pour le français et pour le bac, quoi, clairement. Exactement. Donc, moi, j'étais persuadée que j'aimais pas ça, mais en fait, en trouvant des lectures, des sujets qu'on aime bien, bizarrement, ça passe bien. J'ai réappris à passer des moments seuls aussi avec moi, donc juste aller faire un magasin, me balader, des choses comme ça.
En fait, c'était réapprendre à apprécier ma propre compagnie pour me dire, bah, ok, si toi-même t'apprécies ta propre compagnie, les gens l'apprécieront aussi. Ouais, exactement. Et tu n'auras pas à être quelqu'un d'autre aussi. Et après, j'ai aussi réussi à m'affirmer, de me dire, il aime pas, toi tu aimes, ou inversement, c'est pas grave. Vous pouvez pas être ok sur tous les points. Et en fait, je me disais, mais toi, il y a des amis, ils aiment certaines choses que tu n'aimes pas, ou inversement, c'est pas autant que tu les aimes pas. Ouais. Et en fait, du coup, petit à petit, t'arrives à prendre du recul et à te sentir mieux et te redécouvrir. Ouais, c'est ça, en fait. Et ça, donc, tu fais ça, tu te redécouvres. Est-ce que à ce moment-là, tu découvres des choses sur toi encore plus? Comment Bah, en fait, oui, je continue le volet. Ouais, ça, le volet, j'ai pas arrêté, pour le coup. Je me suis fait un petit cercle d'amis à ce moment-là, donc ça m'a beaucoup aidé, j'ai fait des sorties. Et en fait, ça m'a pas mal aidé parce que du coup, pendant tout le lycée et le BTS, j'ai jamais eu vraiment de groupe d'amis. Du coup, des vrais amis, on va dire. C'est ça, exactement. Mais en fait, ça m'avait beaucoup manqué, non, parce que je connaissais pas, mais j'avais toujours voulu connaître ça. Et du coup, le volley, bah, en fait, on était tous nouveaux quand on est arrivé dans ce club. Parce que du coup, vu que c'était les JO, il y en a plein qui sont un peu arrivés par rapport à ça. Donc, on a créé une vraie bande. C'est-à-dire que tout le monde se rajoutait un peu. C'est pas, il y avait une bande qui était créée et des gens se rajoutaient. Ouais, donc, du coup, là, je me sens intégrée. Vraiment à 100%. Et ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque, enfin, vraiment. Et en fait, il y a eu des petits excès parce que du coup, vu que j'avais jamais eu de soirée étudiante, j'avais jamais vraiment eu, non, parce que je suis jamais sortie au BTS. J'étais jamais allée en boîte avant. Ouais, donc t'as pas eu de vie étudiante. Oui, c'est ça. Et je pense que du coup, je l'ai un peu compensé après avec le volley. Mais voilà, même s'il y a eu des excès, enfin, des fois, je me dis, mais tu bois trop là, t'es obligé de boire peut-être à chaque fois que tu sors, c'est pas, voilà. Mais en fait, je pense que j'en avais eu besoin à ce moment-là. J'avais besoin de rattraper ce que j'avais pas eu du coup à ce moment. Et donc, le volley va t'aider. Et tu continues ta vie de diététicienne plus les réseaux. Comment s'organise ta vie Bah, du coup, il a fallu que je m'organise autrement parce que le volley, ça prenait de plus en plus de place. C'est devenu une passion. Ouais. La première année, ça allait parce que je faisais que les entraînements. Et en fait, à partir de l'année d'après, j'ai commencé à faire des photos. J'ai commencé à prendre la com de mes clubs, du coup de volley. Donc en fait, ça me rajoutait du boulot. Mais à la fois, ça me permettait de déconnecter de mon vrai taf. Oui, c'est ce que t'aimais faire. Plus ta passion. C'est ça. Donc, du coup, je me sentais pas, submergée par tout ça. Et en fait, le fait de faire du volley, de photographier le volley, ou du coup, de faire les publications pour la communication, c'est les seuls moments où je pense vraiment pas au boulot. Au reste. Et du coup, finalement, j'ai trouvé un équilibre entre les deux avec ça. Le sport, ça va beaucoup mieux aussi. La nourriture, ça va mieux. Et là, je suis dans un équilibre qui est quand même beaucoup plus sain. Et comment tu découvres cette passion pour la photo? En fait, j'ai toujours aimé prendre des photos. Tout le temps. Depuis que t'es enfant? Enfant, non, parce que j'avais rien. Mais dès que j'ai pu avoir un peu un appareil, j'adorais. Ça ressemblait à rien. Je pense à l'époque, ça retrouvait des clichés, voilà. Mais en fait, j'ai toujours aimé créer des choses, pour le coup. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, j'ai envie de tester. J'adorais regarder, moi aussi, les photos des autres. Enfin, je trouvais ça passionnant. Et en fait, ce que j'aime bien dans la photo et la vidéo, c'est que tu peux créer un peu ce que tu veux. Et du coup, je pouvais créer ma réalité, en quelque sorte. Soit tu peux te cacher un peu derrière l'appareil, soit toi-même recréer des choses devant, quoi. Et en fait, je pense que c'est pour ça aussi que j'adore les réseaux sociaux, parce que je peux créer... C'est logique, en fait. C'est ça. Tu te crées ce que tu veux et exactement. Et t'es à l'aise avec l'image et t'aimes tout ce qui est beau. C'est ça. Et puis du coup, je m'étais dit, vas-y, j'ai envie de tester les photos. J'avais acheté un appareil photo pour justement les Instagram. Je me dis, on va tester. Pareil, au début, c'est horrible les photos, mais avec de l'entraînement, ça va mieux pour le coup. Et en fait, c'est un moment, j'adore. Et puis en fait, ça rend les gens aussi heureux que je prends en photo. Et moi, ça me comble aussi beaucoup. En fait, il y a un gros besoin de rendre les gens heureux. Ouais. En fait, je passe beaucoup plus de temps à essayer à ce que les gens soient heureux autour de moi, plus que moi. Ça depuis toujours. Parce qu'il y a quand même une part de moi qui me dit que moi, je mérite moins quand même. Ah oui, toujours. Même moins qu'avant, mais je me rends compte dans mes actes au quotidien où je me ferai toujours passer après les gens. Mais t'essayes de le faire plus. J'essaye d'avoir des temps off et de me dire, ok, là, t'es vraiment fatigué mentalement, dis stop, et c'est pas grave. Parce qu'en fait, pareil, j'ai accepté tout le temps toutes les sorties, des choses comme ça, parce que je me disais, mais si je j'en rate une, ils vont m'oublier. C'est ça. Ah ouais, alors que on a fait des soirées sans des gens, on les a oubliés pourtant, on les réintègre la fois d'après, il n'y a aucun souci. Mais dans ma tête, c'est vraiment, si je suis pas là tout le temps, on oublie. Et aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux, mais c'est encore c'est encore présent.
Et ça, tu le combles comment, du coup? Les réseaux t'aident, Ouais, je pense qu'inconsciemment, je me sens un peu existée peut-être par les réseaux. Et en fait, je sais qui tu es. C'est ça. Et j'ai beaucoup de commentaires très spontanés aussi par rapport à ça, par rapport au fait que j'aide des gens finalement indirectement, parce que je leur parle même pas eux directement, et de me dire, ok, ce que je fais, ça sert à quelque chose, quoi. Et est-ce que tu es touchée par les critiques? Parce que moi, c'est une de mes grosses questions sur les réseaux. On sait à quel point ça peut être compliqué. Au tout début, je l'étais énormément parce que c'est dur. C'est ça. Et en fait, t'as beau avoir 10 personnes qui te disent que c'est génial, si on a une qui te dit que c'est de la merde. Tu vas retenir que ça. Exactement. Et en fait, quand je m'étais mise sur les réseaux, j'étais aussi sur TikTok à l'époque. Et en fait, je me prenais beaucoup de remarques parce que c'est un réseau social, malheureusement, ça va vite. Et en fait, chaque remarque, vraiment, ça restait ancré. Mais là, c'est pire, du coup, dans ton processus. À ce moment-là, il y a rien qui allait dans ma vie, de toute façon, quand j'étais à Chambéry, parce que ça fait un moment que j'étais sur TikTok. Je me dis, c'était un tout. Enfin, franchement, il n'y avait pas un truc qui allait bien, clairement. Je me dis, heureusement que le taf commençait à bien se dérouler. C'était le seul truc positif, mais tout le reste, c'était négatif. Et en fait, je me dis, ok, j'arrête. Je supprime cette appli parce que là, elle est en train de me rendre juste méchante. Enfin, dans le quotidien, du coup, vu que j'étais tout le temps atteinte, les gens qui me parlaient, j'étais aigrie avec eux parce que je venais de me prendre des mauvais commentaires. Et en fait, je m'en prenais aux gens de mon entourage qui avaient rien demandé. Et je me dis, oula, non, on va prendre le problème de base, c'est l'appli, je supprime l'appli. Et maintenant, quand j'en ai, j'accepte. Je me dis, si vraiment c'est constructif, et je prends en compte et je me remets quand même en question. Si des fois je vois que c'est des critiques pour critiquer, juste un peu de peine en fait pour la personne en face, je me dis Oui, parce que la démarche elle est horrible. C'est ça, même pas d'avoir ailleurs. C'est ça, donc tu peux le dire d'une façon bienveillante, voilà, c'est pas trop de soucis. Mais du coup maintenant j'arrive à prendre beaucoup de recul et j'en ai aussi beaucoup moins à l'heure actuelle. Parce que les gens te critiquaient sur ce que tu faisais ou sur qui tu étais physiquement? Pour le coup c'était sur ce que je faisais. Okay, heureusement, je pense d'ailleurs. Parce que c'est ce que je me dis, si ça avait été sur le film. Ouais, je pense que ça m'aurait pas aidé à ce moment-là. Mais vu que je me montrais pas entière, on voyait que ma tête, quoi, mon haut du corps et ma tête, donc ça allait. Mais c'est vrai que si j'avais eu, je pense, des critiques là-dessus, ça aurait été compliqué. Ouais, oui, tu me dis. Ouais. Est-ce que tu penses que justement le fait de te montrer sur les réseaux, ça t'a quand même aidé aussi à t'accepter et à... Je pense que ça a accéléré le processus. Maintenant, alors, des fois, je m'apprécie pas, etc. Puis en fait, des fois, je me dis c'est aussi sur le moment, parce qu'il y a des vidéos, sur le moment, quand je les monte, je vais me dire, je me trouve pas belle dessus. Puis je reviens 6 mois plus tard, je me dis, t'abuses, en fait, ça allait. C'est pas juste c'est la période qui faisait que, voilà, le cycle hormonal, des fois aussi, tout simplement, pour le coup. Mais maintenant, puis j'apporte moins d'importance aussi à ça. En fait, j'ai appris à aimer mon corps pour ce qui me sert, plutôt que ce à quoi il ressemble. Et je pense que ça m'a beaucoup détachée, en fait. Et pareil, j'ai jeté ma balance, il y a plein de choses. En fait, j'ai plus de mesure. Je sais pas le poids que je fais, je m'en fous, clairement. Oui, tant que t'es en bonne santé, c'est ça. Tu vas bien, c'est... Exactement. Et puis, typiquement, il y a 2 ans, j'étais beaucoup plus mince. Je crois que je faisais une dizaine de kilos de moins. Mais en fait, ça allait pas. J'étais plus mince parce que je mangeais pas, parce que mentalement, c'était compliqué. Donc, je me dis, ok, j'avais un corps plus mince, mais qui me servait à rien. J'ai pas d'énergie, je me blessais tout le temps. Parce que forcément, ça allait pas bien. Oui, j'avais pas les nutriments, donc forcément, ça n'allait pas. En fait, je me dis, mais je préfère tellement être peut-être un peu plus grosse sur la balance, mais en fait, pouvoir faire tout ce que j'ai envie, bien récupérer, etc., que la base. C'est sûr. Et du coup, maintenant, j'essaie d'aider les gens à aussi comprendre. Alors, c'est un long processus, mais ça fait du bien quand on y arrive, quoi, finalement. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui a des troubles comme toi tu as eu, et qui ne sait pas par où prendre le problème? Moi, je dirais, en fait, se faire aider, finalement, c'est d'être accompagné. Peu importe par qui, que ça soit une amie, la famille, un professionnel ou peu importe, mais en fait de se faire accompagner, mine de rien, tu te sens soutenu déjà, tu peux parler, tu peux sortir tout ce qui se passe, mais il faut que ça soit avec quelqu'un de confiance, et après en fait trouver des clés que toi t'aurais peut-être pas pensé pour le coup, et ça aide beaucoup. Ouais, tu m'étonnes. Et comment tu te vois évoluer? Donc aujourd'hui t'as les réseaux, t'as la passion pour le volley, tu pratiques, donc tu es diététicienne en ligne. Oui. Comment tu vois évoluer cette vie? Tu rêves de quoi? Je sais pas trop. En vrai, je me pose la question, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, tu te vois où dans 5 ans? Et en fait, j'en sais rien. J'arrive pas à savoir parce que il y a une part de moi qui me dit, j'ai pas envie de rester à Dijon, et de l'autre, en fait, j'ai tellement bougé que je me vois pas repartir tout de suite non plus. Puis je suis bien ici. Je sais pas. Mais je me vois pas finir ma vie ici. Ouais. Mais je vois pas dire pourquoi. En France, par contre. Ouais, je pense. Je suis pas assez courageuse. T'as jamais vécu à l'étranger? Non, jamais. Et en fait, quand je vois que déjà partir à 2h30, c'était compliqué. Oui. Voilà, je pense que partir dans un autre pays, j'aimerais bien faire un temps de voyage pour oser partir seule et me dire, ok, tu te retrouves avec toi-même, avec une autre langue. Voilà, en mode un peu
coup de pouce comme ça, mais je pense pas vivre, à moins qu'il y ait une opportunité à un moment donné. Et peut-être qu'accompagner, oui, mais je pense que toute seule, j'aurais un peu de mal, pour le coup. Et après, je sais qu'au niveau de la photo, alors j'ai pas forcément envie que ça évolue, je veux pas en faire un métier ou quelque chose, mais je sais que au niveau du volley, j'ai envie de continuer, et pourquoi pas essayer de photographier l'équipe de France. Ça, c'est dans un coin de ma tête. Donc soit cette année, soit l'année d'après, voilà. En tout cas, ça, j'aimerais bien. Et ça, c'est accessible. Ça, c'est accessible. En vrai, c'est faisable. Faut juste que je fasse les démarches, les choses comme ça, et que je trouve les contacts qui me demandaient, mais je pense que c'est faisable. Mais en fait, j'ai envie de pouvoir continuer à aider en fait le plus de monde possible. Ah, c'est c'est ça. La manière, après, je sais pas. Je sais pas comment ça va évoluer. Parce que jamais je me serais dit il y a 5 ans que je serais encore là avec sur les réseaux, j'en sais rien. Donc, et aujourd'hui, les réseaux évoluent. Ce que tu faisais il y a 5 ans, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des partenariats, j'imagine que tu as quand même il y a beaucoup de choses. Des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. Ah ouais, déjà jamais imaginé et jamais pensé que ça existerait un jour, je pense. Vraiment, la première fois que c'est arrivé, ça s'est passé comment? C'était une marque, je crois, de compléments alimentaires, du psyllium, des choses comme ça. Et en fait, à l'époque, ils donnaient les produits et tu les mettais en photo, du coup, parce qu'il n'y avait pas de vidéo ni rien. Tu les mettais en photo et t'en parlais un peu comme ça. Et c'était tout. Il n'y avait pas de rémunération, il n'y avait rien de tout ça. Ouais, c'était tout début. Et après, en fait, ça a évolué. J'ai bossé avec beaucoup de marques de nourriture, de choses comme ça. Et en fait, quand j'ai créé, du coup, mon entreprise, c'est à ce moment-là que je me suis fait rémunérer. Alors, au tout début, pas avec chaque marque. En fait, t'acceptais beaucoup les produits parce que tu te disais, c'est génial, ils envoient déjà des produits. Oui, c'est déjà gratifiant. C'est ça. Après, une fois que tu fais les impôts, tu te dis, je fais pas les impôts avec les produits, donc ça suffit pas, pour le coup, et c'est beaucoup de boulot. Parce que même si c'est un partenariat, en fait, ça prend énormément de temps. Et en fait, il y a une partie du coup de mon boulot où c'est aussi rémunéré par ça. Ok, donc tu fais de la visio, tu te rémunères comme ça, mais t'es plus toute seule. Non, je suis accompagnée. Maintenant, je suis entrée dans une agence pour les réseaux sociaux pour me délester au niveau charge mentale, finalement, pour que ça aille mieux à ce niveau-là, qui s'occupe que de la partie influence. Donc, rien à voir avec du coup mon métier de diététicienne, mais voilà, toute la partie gestion avec les marques, envoyer les mails, les visios, les factures, relancer les factures, les choses comme ça. Ça, tu t'en occupes. Ouais, et je m'en suis occupée du coup pendant longtemps, parce que ça fait qu'un an là que je suis avec eux. En fait, ça m'a... Mais comment tu faisais au début? Parce que c'est un monde nouveau. Comment? En fait, t'apprends un peu sur le tas, parce que personne sait faire. Même les marques en soi, c'était pas... c'était nouveau. Aussi, c'était très nouveau. Maintenant, c'est tout un business et voilà. Mais c'est vrai qu'au tout début, juste en fait se dire, il y a des marques qui m'ont trouvé. Je trouvais ça incroyable. C'est fou, c'est gratifiant. Tu dis d'un coup, on me voit, on me reconnaît pour ce que je fais. C'est ça. Et en fait, c'est se dire, en fait, ce que je fais, ça touche des vrais gens aussi derrière. Oui, parce que tu impactes des vies dans ton quotidien. À la fois par ton métier, à la fois par les réseaux aussi, Et t'as souvent des retours, j'imagine que ça doit être quotidien. Ouais, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent pour me remercier de les avoir aidés, soit avec les vidéos, soit avec les suivis, des choses comme ça. Et ça fait du bien, de se dire, mon but dans ma vie, c'est d'aider et j'arrive à aider du coup quand même des petites personnes, donc c'est gratifiant. C'est un monde qui est tellement à part. Justement, je pense que tout le monde a des questions sur comment ça se passe, comment tu le vis au quotidien, comment t'es impactée. Je suis contente d'avoir justement mon métier à côté pour garder un peu les pieds sur terre, parce que c'est vrai que le monde de l'influence, c'est très à part. C'est très à part, que ce soit même sur les tarifs, sur les demandes, les marques, il y en a qui sont très bienveillantes, il y en a un peu moins. Et en fait, plus on a d'abonnés, plus les marques payent, parce que ça touche encore plus de monde, et ça touche plus de monde qu'avec les pubs maintenant. Donc en fait, certaines marques, elles sont prêtes à payer pas mal pour le coup. Et là, tu as réussi à trouver ta place facilement dans ce monde de l'influence? Ma place, on va dire, à mon échelle, pour le coup. Après, c'est vrai que je veux pas que ça soit la majeure partie de mon boulot, donc c'est très ponctuel. Mais en fait, ça me permet de varier et de pas me lasser aussi. Du coup, de pas faire les mêmes choses. Et ça rebooste un peu la créativité aussi. Donc, j'aime bien. Et tu te vois faire ça encore des années Ouais, ça, en vrai, ça m'a permis d'avoir des opportunités. Parce que le partenariat avec les marques, c'est sympa, ça permet de découvrir des marques, mais il y a aussi eu tout le côté, des fois, événements, des choses comme ça. Où je monte à Paris pour faire des petits événements avec soit des marques, soit des magasins ou même des personnalités. Et en fait, ça permet de voir autre chose et de sortir de sa zone de confiance. De confiance. Et tu te positionnes comment quand tu arrives dans cet univers que tu connais pas, avec des gens souvent qui sont déjà mis en avant sur des réseaux, sur des plateaux, n'importe quoi.
Comment tu te positionnes? Parce que là, moi, au tout début, à chaque fois que mon agent me propose, la première chose que j'ai envie de faire, c'est refuser. Je suis là, mais non, jamais je serai à la hauteur. Enfin, en fait, j'ai trop peur. Et puis à chaque fois, je me dis, au pire, il va y avoir rien de grave. Oui. Enfin, au pire, ça leur plaira pas et ils ne me contacteront pas, quoi. Mais à chaque fois, c'était bien passé, déjà. Et en fait, ça permet de prendre confiance en soi et de voir d'autres choses pour le coup. Donc, ouais, ça fait peur jusqu'au jour J, ça fait peur. Même quand tu y es, ouais, les premières heures, c'est compliqué. Enfin, les premières minutes ou premières heures, c'est vraiment compliqué. Surtout qu'à chaque fois, c'est des choses très différentes, pour le coup. C'est quel type d'événement que tu peux faire? Là, dernièrement, par exemple, je suis montée à Paris pour parler avec une application de santé mentale. Donc, on a fait une interview. Le lendemain, je faisais un événement avec Super U. Toute la journée où j'ai fait des recettes avec les gens, avec des journalistes, des influenceurs, des choses comme ça, et parler de tout ça. J'ai jamais fait du stand. Enfin, voilà, c'était vraiment pas très à l'aise. Et j'ai eu des podcasts aussi, dont un avec Marine Orphelin, donc on a parlé de diabète, de choses comme ça. Donc en fait, c'est des choses très différentes pour tout. Ça t'ouvre des portes incroyables. C'est ça. Et ça, là-dessus, les réseaux, pour le coup, c'est très compliqué. C'est ça. Et tu t'es toujours sentie légitime? Oh non, soit jamais. Et comment tu fais pour gérer ça? Parce que je trouve que t'as quand même osé beaucoup, très jeune. Comment tu fais? T'as toujours été comme ça? J'ai toujours aimé faire des choses un peu nouvelles, quand même. Je me rends compte. Comme je dis, j'aime bien créer aussi, pour le coup. Donc je pense que ça aide. Et en fait, j'essaie de me dire, au pire, c'est pas grave. Si ça plante, c'est pas grave. Ça serait une expérience de vie et au pire, tu feras autrement la prochaine fois. Et c'est vraiment de le voir comme ça. Et un jour, j'étais tombée sur une vidéo YouTube d'une fille qui était partie vivre en Amérique et qui avait dit que là-bas, il y avait un dicton qui s'appelait, mon accent est pourri, mais fake it until you make it. Donc, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne réalité. Et en fait, je me suis dit, mais carrément. Et en fait, dans plein de situations, je me suis dit, mais oui, c'est ce qui s'est passé en fait. J'y croyais pas, mais j'ai osé et finalement, ça s'est bien passé. Par exemple, les réseaux. Par exemple, même quand je suis allée au cabinet à Chambéry, des choses comme ça, enfin, je croyais pas du tout parce que j'avais 20 ans, je me dis pourquoi les gens viendraient me voir. Et j'avais dit à ta côté, pourquoi ils viendraient me voir moi. Et en fait, finalement, maintenant, je vis de ça et je me dis, ouais. Et il y a des choses que j'ai osées qui ont peut-être moins bien marché, ou j'en sais rien, même des types de vidéos, et se dire, ok, c'est pas grave. Je sais que ça maintenant, ça marche pas et je le fais autrement. À prendre du recul. Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est vraiment que t'es très détaché de tout ça. Et pourtant, t'as quand même eu du mal plus jeune avec le regard des autres. Ouais, c'est ça alors que maintenant, finalement, je suis exposée à des milliers de personnes. Et ça, tu l'acceptes. Parce que tu te dis, bon. Je le vois pas, je pense. C'est pas ça reste, ça reste différent. J'ai beau voir, qu'il y a peut-être 40 000 personnes qui ont vu ma vidéo, je les vois pas devant moi, les 40 000 personnes. Donc, dans ma tête, c'est, Et c'est pour ça que du coup aussi, c'est un truc qui revient souvent, que je suis très à l'aise. C'est comme si on parlait à une copine sur les réseaux. Mais parce que pour moi, en fait, je parle comme si les personnes, entre guillemets, comme si on était 10, à se discuter entre nous et c'est tout. Alors qu'en fait, on est beaucoup. C'est ça. À la limite, t'es toute seule quand tu fais, mais quand tu publies, tu sais que ça a un impact, c'est ça. Un impact et qui vont juger pour le coup. Mais ça, t'es à l'aise. Ouais, j'accepte maintenant. Non, c'est bien. Ouais. Tu dirais quoi justement à quelqu'un qui a envie de se lancer sur les réseaux, par exemple, mais qui n'ose pas se montrer Mais se dire, en fait, moi, je préfère me dire, j'essaye et ça foire, que de regretter toute ma vie de pas avoir essayé. Et de me dire, au pire, comme je viens de dire, au pire, c'est une expérience. Par exemple, la diététique, je me lance dedans alors que je voulais faire ingénieur en informatique. Si ça n'avait pas marché, c'était pas grave, ma vie, elle était pas foutue. Et me dire, finalement, je suis très heureuse de faire ça. Et en fait, pour plein de sujets de ma vie, le volley, c'est pareil. Quand j'ai commencé le volley, j'étais pas la meuf la plus sportive du monde, donc je restais jamais à l'école pour rentrer dans l'équipe, parce que voilà. Mais en fait, je me dis, mais c'est pas grave. Il y a pas de... Au pire, t'auras essayé. C'est ça. Mais je serais contente de me dire, j'ai essayé plutôt que je l'ai jamais fait. Et t'as toujours été comme ça? Je sais pas si je l'ai toujours été, mais en tout cas, ça fait quelques années maintenant que je le suis. Et je demande toujours aux invités, quel est le mantra, la petite phrase qui peut te guider dans la vie? Là, t'as déjà un peu dit... Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais, je pense que c'est ose. Juste ose et vois. Tu vois, parce que en fait, finalement, derrière, si t'oses pas, tu resteras toujours dans cette zone de confort et t'évolues pas. Et en fait, c'est là où tu deviens un peu malheureux, je trouve. Parce que même si c'est très stressant de sortir de sa zone de confort, je trouve que c'est 10 fois plus gratifiant après. En fait. Et c'est dire la période de stress qu'il y a eu avant, elle était horrible. Mais en fait, après, t'es tellement content. Et c'est quoi la prochaine chose que t'as envie d'oser? Bonne question. En vrai, bonne question.
Là, déjà, on souhaite faire ça, déjà. Mine de rien, D'en les parler, podcasts, d'en parler ouvertement, c'est une chose que j'ai jamais faite. Donc, c'est une première aussi parce que c'est accepter de dire que ça s'est vécu, enfin, que j'ai vécu tout ça et que ça existait. Donc, Mais ça va c'est aider un peu beaucoup de personnes. Ouais. Et j'accepte, de plus en plus d'en parler. Déjà, lorsque j'ai fait l'interview sur la santé mentale, j'ai un petit peu évoqué 2-3 points. Je me suis dit, ok, autant à l'époque, quand je le disais, j'avais honte, autant maintenant, je me dis, ok, ça permettra aux gens de se dire que t'es pas tout seul. On est là, on a été plusieurs, mais on s'en sort aussi. Oui, c'est ça. Avec de l'aide, c'est important. C'est aussi pour ça que je voulais te recevoir. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans la situation dans laquelle tu as été, mais c'est bien de montrer qu'il y a un après, et que l'après peut être très positif, que tu peux faire plein de choses et que tu peux devenir aussi différente. Parce que c'est ça, enfin, la personne que tu étais avant et qui tu es aujourd'hui, il y a quand même une belle évolution. Complètement. Complètement. Et je trouve que c'est encourageant pour des personnes qui n'oseraient pas, qui peuvent être timides, qui peuvent se sentir mal dans leur corps. Enfin, c'est un tout, quoi. Clairement, typiquement, je sais pas, les TP de classe où il fallait passer à l'oral, mais j'étais stressée, mais c'était horrible. Enfin, je le sentais, j'avais la chaleur au fond de moi et tout ça. Maintenant, en fait, je me dis juste, plus tu auras l'air confiante, plus ça sera agréable à écouter. Même si tu crois pas en toi, mais en fait, juste pour les autres, ça sera 10 fois plus agréable. Et en fait, je me suis dit, toutes les fois où j'ai adoré écouter quelqu'un à l'oral, c'est parce que il était passionné par son sujet. Parce que ça se trouve, il disait de la merde, j'en sais rien. Mais en fait, il avait tellement passionnant. Passionné que moi je me dis mais ok, c'est plus agréable même pour les autres, pour toi aussi, ça passe plus vite. Et je pense qu'il y a tout ça. Et je pense qu'il y a une part de moi aussi où quand j'ai dit à mes profs à l'époque que je voulais pas être ingénieur en informatique, ça a été très mal pris. Parce que vu que je suis dans les premières de la classe, pour eux c'est un peu un échec, passer d'une prépa puis d'ingénierie au BTS. Et j'étais là, mais en fait je m'en fous, vous faites partie de ma vie de 2 ans, ok, mais vous serez pas là après. Et d'un côté, je me dis, maintenant, vous voyez que, en fait, je suis beaucoup plus épanouie et que j'ai réussi, malgré que vous ne pensiez pas. Et je suis contente de ça aussi. Ouais, tu fais ce que t'aimes et pour le coup, t'as assumé vraiment qui t'étais à ce moment-là. C'est ça. Alors que pour le coup, je pense que c'est une des premières fois où je me suis dit, non, j'ose faire ce qui me plaît à ce moment-là. Puis mes parents nous ont toujours dit, faites quelque chose qui vous plaît. Parce que ça va être toute votre vie. Donc, et je me suis dit, mais là, ça fait qu'1 an et je suis que dans les études. Je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça, en fait, tous les jours de ma vie. Alors que là, c'est quoi, 4 heures dans ma semaine? Je me dis, c'est 4 heures horribles. Ouais. Donc, je ne vois pas faire ça 40 heures tous les jours, toutes les semaines de ma vie. Et je me suis dit, ça a l'air de me plaire, je vivrai un peu plus par rapport à ça, et finalement, en fait, ça te fait c'était la bonne fois. Ouais. C'est un métier passion et tu te vois pas faire autre chose. Tu vois, on a dit que ça faisait 6 ans, je m'en rendais même pas compte. J'avais l'impression que j'ai commencé il y a 3 mois, quoi, pour le coup. Après, t'as fait tellement de choses différentes. Mais en fait, c'est ça qui est évolué vraiment, pour le coup, le métier. Enfin, c'est fou. Ouais, ça s'est vachement mis en avant sur les réseaux. Et on est en train aussi de revaloriser l'image de la diététicienne, parce qu'on a une image qui est pas très positive à cause des anciens régimes. Il y a eu beaucoup de diètes avant qui étaient très très strictes, beaucoup de restrictions et tout ça. Et on est beaucoup plus sur en fait le bien-être des gens par l'alimentation, et ça c'est bien. Et comment ça se passe justement quand, imaginons demain, je veux voir une diététicienne, comment ça se passe? C'est quoi le processus? Je pense qu'il y en a beaucoup qui consultent pas parce que c'est quand même assez... En fait, il y en a plein qui déjà savent pas entre médecin nutritionniste et diététicien. Alors qu'en soi, il n'y a pas tant de grandes différences. Juste les médecins nutritionnistes peuvent des fois être plus à l'aise sur certaines pathologies, certaines maladies, et vont pouvoir prescrire si jamais il y a vraiment des besoins quelconques par rapport aux maladies. Après, chez nous, au pire, il y a juste une étape en plus où on fait naître un médecin pour qu'il prescrive. Voilà, c'est un peu la différence. Après, moi, je sais que les médecins nutritionnistes que j'ai eu, que mes patients ont eu, c'est pas très bien passé, donc je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, les retours que j'ai eu, c'était beaucoup de médecins qui donnaient des aliments, en fait, avec qui ils étaient en marque. C'est un peu des substituts de repas, donc j'étais là, ça aide pas trop les gens. Donc, je sais pas, j'ai eu des très bons retours pour le coup, et c'est même pas pour valoriser notre métier, c'est vraiment, je crois que j'ai eu peut-être 5 patients qu'on m'a vu et ça s'est pas bien passé à chaque fois. Donc après, faut juste, se renseigner, des choses comme ça en fonction des besoins. Et après, en fait, c'est de se dire, je prends rendez-vous chez la diète et c'est tout. Il y a même pas besoin d'une prescription médicale ou quoi que ce soit parce que on n'est pas médecin pour le coup, donc c'est pas comme les endocrinologues où il y a besoin de voir d'abord médecin général puis ça. Mais par contre, il y a des fois des médecins qui nous envoient les patients parce que lors de la consulte, ils se rendent compte qu'il y a besoin d'une diète. Parce que du coup, l'idée, c'est d'apprendre à manger. On va dire ça, c'est un peu la base. Et après, il y a
plein de sujets autour de l'alimentation. Bah, du coup, retrouver un rapport sain avec l'alimentation, avec son corps. Ça peut être les maladies aussi, tout ce qui est cholestérol, diabète, syndrome des ovaires polykystiques, endométriose. Il y a plein de maladies. La prise de poids, la perte de poids, enfin plein de choses. Tout ça, tu l'apprends en 2 ans d'études? Alors, il y a des choses, il faut faire des petites formations quand même à côté, pour le coup. J'ai l'endométriose et le SOPK, à aucun moment on en a parlé. Déjà à l'époque, je pense qu'on n'en parlait pas tellement. Voilà, clairement. Mais je connaissais même pas la maladie pendant le BTS. Et notre BTS, il était assez vieux en plus, il n'avait pas été remis à jour. Donc, pour le coup, il faut quand même se former régulièrement parce que la nutrition, en fait, ça évolue tout le temps. Typiquement, avant, on disait qu'il ne fallait pas manger d'œufs quand on avait du cholestérol parce que c'était pas bien. Et en fait, en 2017, il y a eu une étude qui a montré que c'est pas du tout le cas, quoi. Donc en fait, si tu te mets pas à jour, c'est là où c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que t'apprends tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est toujours un renouveau et en fait, tu t'ennuies pas, quoi. Ouais. Pour le coup. Donc ouais, il y a tout ça et après on peut se former, puis il y en a qui vont devenir spécialisés dans les sportifs, les choses comme ça, par exemple. Toi, tu prends tout type de moi, dans l'ensemble, ouais. Après, les sportifs de haut niveau, si c'est vraiment spécifique par rapport au sport, non. Par contre, si c'est par rapport au comportement alimentaire, parce qu'il y en a beaucoup dans le monde du haut niveau, ça malheureusement, donc ça oui. Mais par exemple, il y a des troubles que je prends pas parce que je suis pas formée, je me sens pas du tout à l'aise, donc je préfère les rediriger vers des collègues qui sont, elles, spécialisées. Et t'as pas besoin de faire une formation dans le psy, justement, parce que c'est... Tu peux, surtout si tu connais rien. Pour le coup. Après, moi, comme je disais tout à l'heure, si vraiment je sens que c'est trop important, les psychologues sont là pour ça. Donc, on fait un travail. C'est beaucoup un travail pluridisciplinaire. Oui, c'est ça. Souvent, les personnes sont suivies par plusieurs professionnels de santé. Parce qu'en fait, ça prend plein de points en compte. Bah, c'est ça, c'est apprendre à manger, mais c'est quel est le problème de base lié à la nourriture. C'est ça. En fait, moi, je leur dis souvent, si la conséquence, c'est l'alimentation, c'est pas moi qui peux vous aider. Parce qu'en fait, le problème vient pas de l'alimentation. Oui, c'est toujours extérieur. C'est ça. Donc quand c'est psy, finalement, il y a le psy. Si c'est hormonal, il faut d'abord peut-être voir un endocrino. On peut travailler en parallèle, mais des fois, on va dire, moi, le problème sera réglé parce que la cause sera vue. Et c'est quoi la principale raison des personnes qui consultent? Moi, du coup, j'ai beaucoup de personnes avec leur rapport au corps et l'alimentation. Avoir une meilleure alimentation, que ce soit d'un point de vue équilibre, mais du coup, comportement. J'en ai beaucoup. Et pourtant, tu n'avais pas forcément parlé de toi. Non, il y en a très peu qui savent que moi-même j'ai eu des troubles, parce que j'en parle pas en tant que pro. Mais vu que j'ai envie d'aider les gens qui en ont, du coup, je fais des petites vidéos par rapport à ça et j'en parle beaucoup. Ok. Du coup, j'aurais encore pas mal de questions à te poser, mais on va arriver à la fin de l'épisode. Je t'ai demandé d'emmener un objet. Est-ce que tu peux me dire quel est cet objet et pourquoi? Mais du coup, j'en ai un peu parlé, c'est mon appareil photo. Alors, c'est pas celui-là en particulier, mais c'est vraiment pour symboliser le fait de pouvoir faire des photos, des vidéos et créer, en fait, un petit peu tout ça. D'être quelqu'un d'autre derrière la caméra pour pouvoir créer ce que je voulais. Et à la fois, parce que ça symbolise aussi tout ce que je fais à l'heure actuelle, que ce soit avec le volet, que ce soit avec les réseaux sociaux, et je pense que c'est vraiment ce qui me caractérise le plus. Tout le temps en train de me dire que je prends trop de photos, trop de vidéos. Les gens sont très contents à la fin, mais voilà. Mais sur le moment, c'est lâche un peu, etc. Mais en fait, j'adore créer des souvenirs, et surtout parce que il y a plein de choses que j'oublie aussi un peu. Je m'en rends compte avec le temps. Et du coup, de retomber dessus, ça me permet de me souvenir et de pas oublier. Donc, c'est vraiment, je pense que la photo, c'est une des choses, je pense, les plus importantes. Qui caractérise le plus. Ouais, ça, j'adore faire ça. Décrire, c'est vraiment. Ouais, j'aime énormément ça pour le coup. Et tu dis que tu joues un rôle derrière la caméra? En fait, tu le ressens comme ça? En fait, on va dire, moi, quand je suis devant la caméra, non, je reste très naturelle, mais en fait, je joue des personnages pour remettre en scène. Donc, à côté, c'est moi et pas moi à la fois. Mais en fait, tu peux être tellement quelqu'un d'autre si t'as envie et de créer vraiment ta propre vision de la vie ou même les photos, en fait, ta perspective de comment tu vois un objet ou, je sais pas, même une plante ou peu importe, en fonction de comment tu le mets en avant, ça sera tellement différent. Est-ce que tu as joué avec ça au début? Essayer un peu de sortir. Pour le coup, j'ai toujours été très naturelle. Okay. Pour le coup, ouais. Et je pense que c'est ça qui a marché aussi. C'est de pas être quelqu'un d'authenticité. Ouais. Parce que là, même si je fais des personnages, je reste quand même très moi, on va dire, quand même par rapport à tout ça. Mais je pense que l'authenticité, c'est important. Ouais. Je pense qu'il faut retenir de tout ça. Ouais. Écoute, Amandine, merci. Avec grand plaisir. Je mettrai donc les liens vers tes réseaux. Si jamais certaines personnes veulent consulter ou même ont des questions, je pense qu'elles peuvent te contacter. Avec plaisir. Voilà. Merci d'avoir témoigné, de parler de tous ces sujets qui sont encore beaucoup trop tabous.
J'espère que ça va en aider plus d'un. J'espère. À bientôt. À bientôt. Salut.